D'abord il y a eu Gisèle, et puis il y a eu Sophie, Lisa, Khadija et Marie, et ma copine Claire, et puis il y a moi aussi. Et puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Et c'est bien ça le problème, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse. Le sexisme ordinaire, c'est toutes les choses du quotidien qu'on a normalisées et banalisées et qui stigmatisent et portent préjudice aux femmes. Ce sont tous les mots ou les actes qui excluent ou marginalisent les femmes juste parce que ce sont des femmes. C'est tous ces propos ou ces non-dits insidieux qui délégitimisent la femme, qui la rabaissent et qui la ramènent à une place inférieure. Et le fait que ce soit tellement banalisé et normalisé que ça se retrouve dans toutes les sphères de nos vies personnelles, à la fois amicales, familiales, professionnelles, sociétales, mais aussi amoureuses. Il y a une jeune femme qui m'a donné une astuce que je trouve assez bien vue quand elle est face à un discours sexiste ou une blague, une réflexion qui sous-entend des stéréotypes de genre. Elle demande à son interlocuteur « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Ça met son interlocuteur face au sens réel de ce qu'il veut dire, en dehors de la blague, etc. On est témoin d'une situation de sexisme ordinaire. Déjà, commencer par prendre la défense de la victime peut l'aider à
amoindrir le sentiment de culpabilité et la sensation d'humiliation. Si par exemple je vois dans la rue une jeune femme qui se fait critiquer parce qu'elle a une jupe trop courte, si moi j'ai la punchline et que je vois qu'elle a envie de répondre et qu'elle ne sait pas répondre, je vais peut-être intervenir et moi le punchliner. C'est une technique qu'on recommande aussi dans le cas du harcèlement de rue, qui est que quand vous êtes témoin d'une situation de harcèlement, vous intervenez en tant que tierce personne pour couper cette dynamique d'agression entre les deux personnes. À chaque récit de violence faite aux femmes, vous aurez quelqu'un pour très vite dégainer ce Nottleman. C'est une arme extrêmement efficace pour permettre au patriarcat de prospérer. Si à chaque fois que vous entendez un récit de violence faite aux femmes, et donc l'idée selon laquelle le patriarcat aurait quelques inconvénients, si à chaque fois vous brandissez un Nottleman, vous rappelez que l'essentiel de ces soldats, de ces troupes de son armée, est au contraire formé de gens éminemment respectables. Donc vous entretenez l'illusion selon laquelle on vit dans un système qui est plutôt bien foutu, dans lequel tout le monde vit bien. La réalité, elle est tout autre, puisque 96% des victimes de violences sexuelles sont des femmes et que 97% des auteurs sont des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce système prospère non seulement sur une domination d'un groupe humain sur l'autre, c'est-à-dire des hommes sur les femmes, mais par ailleurs sur l'assujettissement, sur l'humiliation, sur les violences perpétrées par un groupe sur un autre. La réalité du patriarcat, c'est celle-là. À chaque fois que vous dites « Nottleman », vous fermez les yeux et vous voudriez que tout le monde fasse pareil. Je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. Fais pas l'innocente, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Main droite levée, je t'accuse. Et j'assume. Je voudrais mettre au clair un truc poisseux, la culture du viol. Vous en avez pas marre de faire comme si ça n'existait pas? Parce que vu le nombre de témoignages, faut vraiment avoir les yeux crevés pour pas se rendre compte que c'est partout, tout le temps, devant nous. Et pourtant, on a l'impression de découvrir le problème. Utiliser les termes culture du viol, souvent ça surprend. Bah oui, en France, le viol c'est un crime, c'est pas une culture. Et malheureusement, il ne suffit pas d'avoir un texte de loi pour que les mentalités changent. Sur Mademoiselle, la culture du viol est définie ainsi. Un environnement social et médiatique dans lequel les violences sexuelles trouvent des justifications, des excuses, sont simplement banalisées, voire acceptées. Évidemment, la plupart des gens ne vont pas dire « ça va, le viol c'est cool, c'est sympa, arrêtez de vous plaindre ». Le problème, c'est que tout le monde ne sait même pas ce qu'est un viol. Les enfants, la culture du viol, c'est un peu comme la marelle. Les filles commencent jambes écartées et repartent à cloche-pied. Sauf qu'à la fin, c'est à elles qu'on jette le caillou. Non, pardon. Je veux dire que la culture du viol, c'est comme la marelle parce que ça se passe par étapes. Une des premières étapes de la culture du viol, ça peut être les blagues, hein. Comme quand tonton Jean-Marie raconte la blague de la madame chez le gynéco, la madame qui se fait enculer. Se faire enculer, je t'explique pas ce que c'est, tu découvriras bien assez tôt quand tu commenceras à payer des impôts. Ça peut aussi passer par le jeu, comme quand ton copain, dans la cour de récré, Timothy, il soulève les jupes des filles et qu'on dit que c'est pas grave parce que c'est pour rire, voilà. Alors si on veut jouer avec toi à un jeu qui ne te plaît pas, eh bien tu dois le dire. Crois-moi, tu auras assez d'occasions plus tard de faire croire à un garçon que tu t'amuses alors que c'est pas forcément le cas. Et c'est maintenant qu'on aborde un sujet important, celui du consentement. Alors les garçons, si vous nous écoutez, celle-là elle est pour vous. Le mieux c'est imaginer un match de boxe, où il y a qu'un des deux boxeurs qui est d'accord. Voilà, c'est pas du sport, c'est de la violence. Autre élément de la culture du viol, c'est le fait de minimiser. Les enfants, vous savez peut-être pas ce que ça veut dire minimiser, mais je vais pas tout vous expliquer non plus, prenez un dico bordel. Si par exemple Jean-Eudes, il mange tes pépitos, il y aura toujours des gens pour dire que c'est pas si grave. Bah si, c'est toujours grave, même si Jean-Eudes n'a pas mangé tous tes pépitos, mais juste léché la partie chocolat. Et si James Bond était un agresseur sexuel? Et si ce qu'on nous avait présenté comme de grands baisers de cinéma était en réalité des agressions? Et si les scènes de sexe torrides étaient pour certaines des viols qui ne disent pas leur nom? Quel serait l'impact de ces représentations sur notre vie amoureuse et sexuelle? Pas besoin de mettre du conditionnel. Le cinéma est nourri de ces violences. Alors bien sûr que dans la vraie vie, on ne désire jamais, absolument jamais, être agressé pour de vrai. En revanche, on ne peut que constater que les rapports de séduction, notamment hétérosexuels, se structurent pour beaucoup autour de fantasmes liés à la violence et à la domination. Des femmes plaquées contre un mur qui disent que non alors qu'en fait ça veut dire oui, des protagonistes qu'on gifle parce qu'on les aime, des rapports
pas vraiment consentis, des hommes sombres, méchants, toxiques, présentés comme sexy, voire de véritables psychopathes glamourisés. Et oui, après réflexion, ces baisers volés au cinéma sont souvent des baisers forcés. Les rapports conflictuels et toxiques sont érotisés au nom de l'intensité. Nos imaginaires sont façonnés par une pop culture qui minimise, voire nie complètement l'existence des violences. Non seulement elles sont rarement qualifiées comme telles et sont présentées comme anecdotiques, mais souvent elles sont romantisées, rendues désirables, comme faisant partie intégrante de toute passion amoureuse qui se respecte. Or, ces objets culturels ont été analysés dans un livre intitulé « Désirer la violence » par la journaliste Chloé Thibault. Elle décrypte la construction depuis des décennies au cinéma de la culture du viol et analyse ce que les films, la pub ou encore les séries nous apprennent à désirer. Alors j'arrête tout de suite ceux qui vont hurler à la cancel culture avant même que l'émission ait commencé. Il ne s'agit pas ici de censurer qui que ce soit, mais de prendre conscience des rapports de domination qui traversent la pop culture, des messages que ces produits culturels véhiculent et l'impact qu'ils ont sur nos désirs individuels. L'objectif, c'est pas de vous dire quoi regarder, mais de prendre conscience des biais politiques et de s'interroger sur la production des contenus audiovisuels pour mieux lutter contre la culture du viol et, de manière plus générale, la culture de la violence et de la domination au sein des relations amoureuses. Ça, le hashtag Yes All Men, c'est l'idée que si tous les hommes, pris un par un, ne violent pas, et pardon, mais on va pas les féliciter pour ça, en revanche, l'écrasante majorité des violences, tout type confondues, sont commises par des hommes. C'est, je dirais, tout type de violence confondue, on est entre 80 et 90%. Sur les violences sexistes et sexuelles, on est plutôt à 95 voire 97%. C'est-à-dire que tous les hommes ont à voir avec un système dont ils ont plus ou moins profité. Certains n'auront pas violé, certains n'auront pas cogné, bien évidemment. Mais dans un système qui assure une sorte de privilège de fait à une catégorie d'individus, qu'ils le veuillent ou non, consciemment ou non, à des degrés plus ou moins graves, ils en auront profité. Ce que raconte l'affaire dite des viols de Mazan, c'est ces deux choses-là. C'est-à-dire que le seul point commun parmi tous les accusés, les 51, qui venaient de milieux différents, qui avaient des métiers différents, qui avaient des âges différents, le seul point commun, c'est que c'était des hommes. On aurait pu, si ce n'est faire le procès de la masculinité, du moins l'interroger et se demander ce qui fait que tous ces hommes-là, et pour le coup, ils se comptent par centaines, aient pu participer au système pellico. Et donc comment, au-delà, ça nous aurait permis de réfléchir, deuxième cercle de réflexion, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on vive dans une société où on puisse commettre un viol ou une tentative de viol toutes les 2 minutes 30, que 97% des auteurs de ces violences soient des hommes, qu'ils s'en sortent la plupart du temps puisque 0,6% seulement des viols débouchent sur une condamnation. Qu'est-ce que c'est que ce masculin-là? Comment est-ce qu'il est fabriqué? Est-ce qu'on en veut encore? Moi non. Est-ce qu'on a les moyens d'en finir? Oui. T'étais où? Sûrement que t'existes pas. Pourquoi t'es jamais là quand on ne croit plus qu'en toi? Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les monstres ne sont pas que dans les salles de cinéma. Mais t'en as rien à faire, toi. Ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Ou faudrait qu'on t'harcèle, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse. Je voudrais appuyer sur un truc qui fait mal, la violence. Tu sais, c'est le truc auquel tu comprends rien et qui te fait faire des trucs improbables qui se terminent dans de la souffrance véritable. Tu aimes ça, la souffrance véritable? Un acte violent, c'est de la responsabilité de celui ou celle qui le produit. C'est aussi un truc qui te prend par surprise et auquel on a quand même donné des espèces de nuances. Par exemple, mettre un coup de boule à une mamie dans la rue, c'est une agression. Shooter dans un Yorkshire, c'est de la cruauté. Et gifler un enfant, c'est de l'éducation. Mais tu vois bien que même si tu changes de mot, c'est toujours de la violence. Quand tu hurles sur quelqu'un pour lui transmettre une information, t'obtiens un choc traumatique qui engendre un état de sidération. Ça fait que ton cerveau, il imprime plus rien.
Oui, encore moins qu'avant. Parce qu'en fait, ils sécrètent des produits similaires à la morphine et à la kétamine. Non, c'est pas pour être défoncé, c'est pour protéger ton cœur de la crise cardiaque. Sans compter qu'à réprimer ses émotions à grands coups de sidération, le cerveau se développe mal et devient moins capable d'empathie et plus réactif au stress. Du coup, il se met à produire de la violence plus facilement, du coup, il reproduit le schéma sur les autres, et au final, ça produit encore plus de gens violents. Qu'est-ce qu'on entend par violence intrafamiliale ? Ce sont des violences au sein de la famille. Ça peut être la manière dont tu vas exprimer les choses verbalement en présence des enfants ou à l'égard des enfants. Ça peut être aussi ton comportement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu es frustré, que tu gères pas ta colère, tu casses quelque chose. Et ça peut être évidemment le cas où il y a des violences physiques sur la personne de tes enfants ou sur la personne de ton ou ta partenaire en présence des enfants. Alors comment on met le curseur entre l'autorité parentale, l'autorité, enfin je veux dire la fermeté, l'éducation, et le début des violences? Tu as certainement entendu parler de la loi Fessé, on l'a appelée comme ça dans les médias. L'autorité parentale, c'est un ensemble de droits et de devoirs qui doit s'exercer sans violence à l'égard des enfants. Tu vois, il n'y a pas de débat. Sans violence à l'égard des enfants. Ça, c'est très clairement indiqué dans le Code civil. Ça veut dire que là, tu as ton fils, il a 10 ans. Il ne veut pas finir ses boulettes de viande. Oh! Tu lui dis, écoute, si tu finis pas tes boulettes, c'est très simple. Je vais mettre le feu à ta chambre. Tu ne l'as pas tapé, mais c'est une violence psychologique. Cette loi, elle disait aussi, enfin, quand on était au stade de proposition de projet de loi, disait aussi, attention, il n'y a pas de chantage. Si tu fais pas ça, donc, c'est une violence psychologique pour l'enfant. On ne se rend pas compte, nous, adultes. Donc, le curseur, violent ou pas violent, quand tu ne sais pas si ton comportement est ou non violent, pose-toi cette question, ce n'est qu'un élément parmi d'autres. Si je subissais ce que je suis en train de faire subir à l'autre, est-ce que je considérerais que c'est normal ou agréable ? L'éducation, elle passe par un certain nombre de choses. Si tu ne sais pas faire, on doit pouvoir t'aider, tu dois pouvoir être accompagné. Il y a des personnes qui pensent savoir faire, soit parce qu'elles ne font que reproduire un schéma, soit parce qu'elles estiment que c'est comme ça que ça doit être. On leur a dit, c'est pour ça qu'il y a eu cette loi, on leur a dit attention, les violences physiques, la fessée, les claques font partie des violences physiques, quand bien même il n'y a pas de martinet aux ceintures, ce n'est pas possible. J'ai un père de famille qui vient me voir en me disant « Je suis convoqué devant le tribunal correctionnel de La Rochelle parce qu'il y aurait eu des violences à l'égard de ma fille, alors que ma fille, je l'aime, je n'ai jamais été violent vis-à-vis d'elle, sauf qu'à un moment donné, elle a 12 ans, elle n'arrête pas de faire pipi au lit. Moi, on est tout fait pour l'aider. J'en peux plus. Ben oui, en même temps, il fallait que je fasse comprendre les choses. Tu sais comment il lui a fait comprendre les choses ? Il a essayé de lui mettre une claque. J'y ai essayé. C'est qu'il lui a mis une claque, ça l'a pas touché, la petite, juste le bout des doigts. Ça a touché le nez, elle a saigné. Et ensuite, il a pris la tête de la gamine, il l'a mise sur le matelas en disant « Voilà, c'est ça l'urine ». Nos parcours féministes nous offrent souvent de vivre des fulgurances, des prises de conscience si fortes qu'il nous semble que notre vie s'agrandit. Nous comprenons mieux notre passé, des chemins s'ouvrent sur nos futurs. Ces moments sont réguliers et fondateurs. Je me souviens parfaitement de l'un d'entre eux. Ce jour où j'ai découvert la notion de domination adulte dans les textes de la sociologue féministe Christine Delphi. Elle écrit « Le statut d'enfant, le statut de mineur, est un statut d'infériorité sociale générale, d'incapacité légale, de subordination et d'appropriation. » J'étais féministe depuis quelque temps. J'avais compris l'articulation entre les différentes formes de domination basées sur la race, la classe, le genre, l'orientation sexuelle ou le handicap. J'avais même réalisé une émission sur les vieilles femmes qui évoque déjà une discrimination par l'âge. Mais j'avais oublié les enfants. Nous, féministes, oublions trop souvent les enfants. Contrairement à la classe, au genre ou à la race, les relations entre adultes et enfants ne sont presque jamais pensées comme des rapports de pouvoir à part entière. Pourtant, le pouvoir des adultes sur les enfants prend des formes similaires à celles du patriarcat. C'est pourquoi j'ai voulu réaliser cette série d'émissions consacrée à la domination adulte. En la préparant, j'ai été stupéfaite de constater à quel point les deux réalités se rejoignaient. Comme les femmes, les enfants ont été privés de droits. Comme les femmes, leurs paroles comptent si peu, ou pas du tout. Il est même encore plus difficile, voire impossible pour elles et eux, de se défendre. Christine Delphi fait l'analogie entre patriarcat et domination adulte à partir du constat que femmes et enfants sont dominés par le père au sein de l'institution familiale.
On les éduque à la soumission. On a tendance, quand on parle de soumission féminine, à penser que c'est les femmes voilées qui sont soumises ou les femmes au foyer. La soumission, ça arrive à toutes les femmes. On est aussi soumise quand on s'affame pour rentrer dans une taille 36, quand on s'occupe de faire des repas parfaits à Instagrammer pour montrer à quel point on est une parfaite petite amie et mère de famille. On fait énormément de sport pour être mince et jolie et se maquille. Le maquillage, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Les femmes se soumettent, donc elles sont actives dans cette soumission. Et on apprend aux petites filles à être gentilles et calmes dès les premiers jours, en fait, de leur vie. Quand une société est construite d'une certaine manière, si on joue le jeu qui nous est proposé, on est valorisé. Il y a une interrogation qui revient très souvent à propos des violences au sein du couple, c'est pourquoi elle n'est pas partie, pourquoi quand elle est partie elle revient, pourquoi certaines portent plainte puis la retirent. Et c'est vraiment une source d'incompréhension, y compris de la part d'acteurs judiciaires qui traitent pourtant des violences conjugales. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un mécanisme psychologique qui est à l'œuvre derrière ça, qui est assez subtil, qui détruit leur capacité psychique, où elles se retrouvent engluées dans une relation qui les détruit et dont elles ne parviennent pas à s'extraire. Quand j'ai rencontré mon mari, donc on a eu un coup de foudre et du coup j'ai tout laissé derrière. J'ai laissé mes amis, j'ai laissé ma passion pour la danse, j'ai laissé la fac. Et en fait, oui, c'est progressif, mais on ne se rend pas compte. On s'est rencontrés lors d'une maraude, voilà, tout simplement. On s'est tout de suite plu. On s'est mariés très très rapidement aussi. Les femmes deviennent peu à peu captives de leur partenaire. Donc ça commence par des petites remarques, des choses qui paraissent assez anodines, de dénigrement, etc., qui, pris isolément, en fait, ne vont pas être forcément identifiées ou considérées comme des violences, mais mises bout à bout, ça va permettre au partenaire d'asseoir et de maintenir l'emprise qu'il a sur l'autre. Et plus le temps passe, plus les violences s'accroissent. C'est très paradoxal parce qu'à l'extérieur, il parle de moi, enfin, il me met sur un piédestal, je suis une princesse. Et à la maison, c'est tout le contraire. Il me rabaisse, en même temps, il m'élève, mais il me rabaisse beaucoup. Donc, moi, je ne sais plus trop sur quel pied danser. En même temps, je l'aime, cet homme aussi. Vous pouvez, dans la même phrase, avoir un « je t'aime » et un « tu détruis ma vie ». Donc, c'était assez difficile. Je ne les vois pas venir, les violences. Ça vient comme une habitude. Et puis, moi, je m'enferme dans une sorte de crainte où je dois l'observer, savoir comment il est, son humeur, est-ce qu'aujourd'hui je vais passer une bonne journée ou est-ce qu'aujourd'hui j'en suis arrivée là. Pourquoi vous êtes resté avec cette personne aussi longtemps? Est-ce que vous aviez un peu des pratiques sadomasochistes? Il m'a regardé de bas en haut, il m'a dit « Ah en même temps, vous avez des bottes, ça les excite ». La police a beaucoup insisté sur ma consommation d'alcool et vraiment sur le flou qu'entourait tout ça. Quand je suis sortie du commissariat, j'étais complètement vidée. L'activiste féministe Anna Toumazov, qui a lancé le mouvement Science Sport et le mouvement de libération de la parole pour les victimes de Uber, en fait, a recueilli pas mal de témoignages concernant le commissariat central de Montpellier fin septembre. Et de là, on s'est rendu compte que ces victimes-là, donc à Montpellier, n'étaient pas seules. Depuis Twitter, j'ai tweeté mon témoignage concernant un commissariat parisien, parce que j'étais victime d'une agression sexuelle il y a 2 ans, et j'ai été très mal reçue. Et de là, on s'est rendu compte en une nuit que ce phénomène prenait de l'ampleur, donc on a décidé de lancer un hashtag, le hashtag double peine, qui a encore plus pris d'ampleur. Et à ce moment-là, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc avec Anna, avec l'association Nous Toutes, enfin le collectif Nous Toutes, qui regroupe plusieurs associations, avec celle qui a créé par exemple le podcast Mécréante, on a décidé de lancer le collectif Double Peine pour alerter déjà les politiques que quelque chose cloche complètement dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes dans les commissariats, et puis pour recueillir des témoignages, pour servir de chambre de résonance aux victimes qui ont été mal reçues, mal accueillies dans ces commissariats-là, alors qu'elles voulaient porter plainte. Donc on a donc créé un site également qui s'appelle doublepeine.fr et qui recueille donc la parole de ces victimes-là. On peut penser que cette façon de réagir, c'est le cas isolé d'une ou deux personnes, particulièrement quand on s'attaque plutôt à regarder comment sont reçues les victimes du commissariat de Montpellier. Mais
finalement, quand on regarde la vague de témoignages immense qu'on reçoit à nous au collectif, on se rend compte que c'est assez systémique. Aller porter plainte, déposer une main courante, aller témoigner auprès de la police, c'est le premier maillon de la chaîne vers la justice pour ces victimes-là. Et elles se font museler dès le premier maillon de la chaîne. C'est aussi pour ça qu'on a choisi le mot double peine, c'est que les femmes sont victimes d'agressions sexuelles, de viols et de violences sexistes, et que derrière, en fait, elles sont victimes de la police et de cette violence morale-là, et de cette porte et de ce mur qu'elles se prennent face à elles quand elles veulent de l'aide et qu'elles veulent être protégées. Au commissariat d'Alençon, un policier refuse de prendre ma plainte pour harcèlement sexuel. Je dois insister et lui faire lire le code pénal. Pendant des heures, il me culpabilise, se moque de moi et menace de me mettre en garde à vue pour rire. 2021, double peine. Le flic qui m'a demandé si j'ai pris du plaisir pendant le viol que j'ai subi, double peine. Ce policier qui me demande pourquoi je portais une jupe alors que je porte plainte contre un mec qui a filmé sous la dite jupe, en pleine rue, par 35 degrés, à 15h de l'après-midi. J'ai mis des années avant d'oser en parler à nouveau, double peine. Je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Main droite levée, je t'accuse. Et j'assume. Et j'assume. Comment on met fin aux violences sexistes et sexuelles? Rien que de poser la question, c'est réjouissant parce que on a quand même passé un paquet d'années à se dire qu'on n'y pouvait rien, que c'était une espèce de fatalité, que l'homme violait parce que c'était dans sa nature et que les femmes étaient des proies parce qu'elles le voulaient bien. Le fait de se poser la question, ça rappelle que c'est un système politique, qu'il a été construit et que comme tel, il peut être déconstruit. On voit très bien ce qui se passe en Espagne. À partir du moment où vous avez des politiques féministes qui sont mises en œuvre, à partir du moment où elles arrivent à faire voter des budgets qui sont à la hauteur des enjeux, à partir du moment où elles arrivent à faire rédiger des lois bien foutues, complètes, intelligentes, alors le nombre de féminicides et de viols, il fait comme ça. Pour l'instant, on est dans ce que j'appelle le déni français, c'est-à-dire chez nous, ça n'existe pas. Les violences sexuelles, c'est toujours l'autre. La vérité, c'est que ça arrive en France comme partout ailleurs, à une cadence absolument infernale. On est quand même à plus de 200 000 femmes victimes de violences conjugales chaque année, plus de 200 000 femmes victimes de viols chaque année ou d'agressions sexuelles. Donc la cadence, elle est quand même infernale. La réponse judiciaire, elle n'y est absolument pas. Les classements sans suite pour les affaires de violences sexistes et sexuelles ont encore bondi. Elles ont pris 7 ou 8 points, je crois, depuis le début de MeToo. C'est dire si on passe à côté du problème. Quand même, aujourd'hui, c'est 94% des plaintes pour violences sexistes et sexuelles qui sont classées sans suite. Je crois qu'il est temps que chacun, que chacune, se pose véritablement la question de savoir quelle a été sa place et quel a été son rôle dans ce système-là. C'est extrêmement douloureux de reconnaître qu'on a été victime d'une agression ou d'un viol. C'est extrêmement compliqué de se dire qu'on a été complice parce qu'on a laissé faire. Maintenant, est-ce qu'on a le choix? Je crois pas vraiment. Je crois qu'il est temps de sortir de cette posture, de cette espèce de neutralité hyper confortable qui n'existe pas en réalité. Il faut se rappeler que dans un système de domination, la neutralité donne mathématiquement un point à celui qui domine. Il y a beaucoup de signes encourageants. On n'a jamais été aussi nombreuses que le 8 mars dernier. Vous avez le documentaire sur Bertrand Cantat qui cartonne et qui fait des millions de vues. Vous avez Anouk Grimbert qui sort son livre et qui fait à son tour, qui prend la parole, qui raconte, qui dit et qui dénonce Depardieu qui vient d'être condamné, Bedos qui a été condamné. Je veux dire, il y a des choses qui se passent. Donc de deux choses l'une. Soit on considère que elles existent ces choses-là et on décide de s'appuyer dessus pour trouver la force de continuer. Soit on retourne sous sa couette et on dit à quoi bon. Et moi, la couette et le à quoi bon, je peux pas. Il y a vraiment juste à réfléchir à qu'est-ce qui changerait dans notre vie sans patriarcat. Réfléchis à n'importe quel domaine de ta vie et il y aura forcément quelque chose qui changera. Même la façon dont tu vas expérimenter ta sexualité, la façon peut-être dont tu vivras ton couple aussi. Après, c'est un petit peu utopique, mais dans l'idée, et puis c'est nos revendications aussi, c'est que chaque victime soit beaucoup plus écoutée aussi, qu'elle soit beaucoup plus prise en compte. Mais du coup, ces changements-là, il faut qu'ils soient au niveau du gouvernement, au niveau de la police, au niveau des tribunaux, etc., où il y a vraiment tout un truc à changer. Et je trouve que du coup, de libérer la parole sur ça, de beaucoup plus parler et de désacraliser les choses, justement, je trouve que ça apaise beaucoup, en fait, aussi l'esprit. De pouvoir aujourd'hui dire, dans un environnement bienveillant et sécurisant pour soi, moi j'ai subi ces violences-là et je vais être écoutée, que les choses ne soient plus un tabou, en fait. Tu vois, de pouvoir parler de tes règles sans qu'on te dise « Ah, c'est sale, mais frérot, tu as jamais senti une culotte, qu'est-ce que tu as ?» Enfin non, juste chut. Un monde sans patriarcat, ça serait déjà un monde dans lequel il y aurait beaucoup moins de violence, en tout cas.
notamment envers les femmes et les minorités de genre, mais encore une fois, je pense qu'il y aurait aussi beaucoup moins de violence peut-être intracommunautaire entre les hommes, parce que moi, ce que je trouve fortement ironique, c'est qu'on nous dit « not all men », mais de qui ont peur les hommes quand ils sortent. Les personnes qui veulent lutter contre le patriarcat, qui se rendent compte qu'il y a des choses qui ne leur conviennent pas, qui prennent soudain conscience que dans leur vie de famille, dans leur vie de couple, dans leur vie intime, en fait, il y a des choses qui ne vont pas, qui les gênent. Elles ont raison. Et elles ont raison surtout de faire en sorte que les choses changent. Et pour les hommes, juste réveillez-vous, s'il vous plaît. Ce n'est pas grave. Et vous y gagnerez bien plus que ce que vous ne le pensez. Ce que je sais, c'est que le féminisme est devenu comme une évidence. Ça m'a révélé, ça m'a ouvert un autre monde. Aujourd'hui, je me dis ouvertement féministe, et ce n'est pas sans conséquence. Une fois le mot prononcé, je décèle les sourires moqueurs, les regards effrayés. On soupire, on lève les yeux, on me dit qu'il faut changer le mot, que c'est trop clivant. On me dit qu'ici, l'égalité est atteinte, que le combat est futile, dépassé. On me dit que de toute façon, l'égalité est un leurre, parce que les hommes et les femmes, finalement, sont différents. Tout ça me donne envie de poursuivre le travail entamé. Partager les récits intimes, les analyses, les textes et les poèmes, si nombreux, qui racontent ce que vivent les femmes. Faire entendre celles et ceux qui luttent pour une égalité réelle, écouter les blessures et trouver la puissance, réfléchir à où nous en sommes, ce que ça veut dire être une femme, un homme, questionner les rapports de domination, les émancipations possibles. On ira dans les bureaux dorés et dans les rues sales, dans les classes d'école et les chambres à coucher, dans les maisons, les universités, sur les terrains de foot, à l'hôpital, dans les églises, les champs ou les bancs de l'Assemblée. On ira écouter celles qui sont dans la norme et celles qui ne le sont pas. Ceux qui ont des enfants, celles qui n'en voudront jamais, celles qui aiment les femmes et ceux qui aiment les hommes, celles qui aiment les deux, ceux qui ne savent pas, celles qui hésitent. Redevenons des bandites fiévreuses, des enfants acharnés à ne pas rester là où on nous pose. Nous allons déchirer nos carnavals absurdes cette nuit. Puis, nous nous attaquerons à nos cicatrices. Pour toutes celles que la violence a condamnées au silence, je t'accuse. Pour celles qu'avait prévenu mais que t'as jamais entendu, je t'accuse. Pour celles qui prennent la plus lourde des peines, pour les victimes de ton système, je t'accuse et j'assume.